Pendant des décennies, FICO a incarné ce que tout investisseur value recherche patiemment. Une entreprise dont le produit est si profondément intégré dans les processus de ses clients qu'il devient quasi impossible à remplacer. Les GSE américaines, Fannie Mae et Freddie Mac, s'appuyaient presque exclusivement sur des modèles FICO pour garantir environ 70% des prêts hypothécaires du pays. Mais le 22 avril 2026, quelque chose de structurellement important s'est produit. La FHFA et la FHA ont annoncé la pleine implémentation du Vantage Score 4.0 pour l'ensemble du secteur hypothécaire garanti par le gouvernement. En une journée, l'action FICO a chuté de 13%. Pour comprendre pourquoi cet événement est bien plus instructif qu'un simple soubresaut boursier, il faut d'abord comprendre pourquoi FICO semblait si intouchable. La domination de FICO ne résultait pas uniquement de la qualité de son algorithme. Elle était architecturée autour d'une réalité institutionnelle très simple. Tout prêteur souhaitant vendre ses prêts à Fannie Mae ou Freddie Mac devait obligatoirement utiliser le score FICO. Cette exigence transformait l'entreprise en gatekeeper incontournable d'un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars. Je répète, plusieurs milliers de milliards de dollars. Et ce n'est pas une erreur. Et cette forteresse réglementaire avait une conséquence directe sur son comportement tarifaire. Protégé par cette barrière institutionnelle, FICO avait développé une politique de prix que peu d'entreprises peuvent se permettre. Le prix par score hypothécaire était sur le point d'atteindre les 10 dollars dans un contexte où Vantage Score offrait un produit concurrent à 0,99 dollars, 10 fois moins cher. En surface, cela ressemble à une démonstration extraordinaire de pricing power. En réalité, c'est le signal d'une fragilité que beaucoup n'ont pas su lire. Quand un acteur privé contrôle l'accès à la propriété pour des millions d'Américains et augmente ses prix agressivement, il devient inévitablement une cible politique. Le sénateur Josh Hawley avait d'ailleurs ouvert une enquête sur les pratiques tarifaires de FICO. Ce que les investisseurs les plus rigoureux auraient dû se demander à ce stade, c'est que représente réellement ce segment hypothécaire dans les revenus totaux de l'entreprise. Au premier trimestre 2026, les revenus issus des originations hypothécaires ont représenté 42% du chiffre d'affaires du segment score de FICO, marquant une hausse de 60% sur un an, portée essentiellement par les ajustements tarifaires de l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise, le segment hypothécaire la partie hypothécaire dans le segment score a connu une croissance extraordinaire uniquement par rapport à l'augmentation des prix. Près d'un quart du chiffre d'affaires total de l'entreprise reposait ainsi sur les originations hypothécaires, la source de revenus la plus exposée aux réformes de la FHFA. Un investisseur qui se contentait d'analyser la croissance consolidée de FICO sans décomposer cette concentration manquait l'essentiel du risque, la dépendance au pouvoir de tarification. Par ailleurs, la transition imposée vers le modèle B-Score incluant Vantage Score 4.0 montre que l'adoption d'un concurrent n'est plus freinée par sa part de marché historique, mais accélérée par une volonté politique de diversification. L'erreur analytique la plus répandue dans ce dossier a été de traiter Vantage Score comme un entrant marginal. Plus de 3700 institutions, dont 9 des 10 plus grandes banques américaines, utilisent déjà Vantage Score pour leurs autres produits de crédit. Ça veut dire que, hormis la partie hypothécaire, FICO et Vantage Score sont déjà en concurrence sur d'autres segments de crédit. Donc le prêt automobile, ce genre de choses-là. Donc son adoption dans le segment hypothécaire n'était donc pas une rupture, mais une extension naturelle d'une relation déjà établie. Avec des prix ramenés à environ 0,49 dollars, on va arrondir ça à 1 dollar, par les 3 grands bureaux de crédit qui sont Experian, Equifax et TransUnion, la pression concurrentielle sur les prix n'était plus une hypothèse théorique, mais une réalité opérationnelle. Reste alors la vraie question. À quelle vitesse les prêteurs vont-ils migrer et combien en pourcentage de revenus cela représente-t-il pour FICO en termes de perte potentielle?
J'avoue que c'est une question à laquelle il est difficile d'y répondre, mais vous allez me voir venir. C'est précisément le genre de questions que seule une méthodologie structurée permet de poser correctement. Et je tiens à mentionner une chose. FICO, c'est l'algorithme. Qui détient les datas? Le bureau de crédit. Les deux sont interdépendants. Ça veut dire que dans un monde où le score FICO est imposé de manière réglementaire, donc où les institutions financières n'ont pas le choix que de demander des scores FICO, les bureaux de crédit qui détiennent les données vont avoir tendance vont avoir tendance à incorporer FICO au-dessus, l'algorithme de FICO, parce que FICO ne vend qu'un algorithme. Mais attention, quand vos premiers clients deviennent vos concurrents, alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Et en supplément de ça, sans les données des bureaux de crédit, l'algorithme FICO ne sert presque à rien du tout. Encore une fois, je vous dis, vous voulez investir, vous voulez faire du stock picking, analysez la compagnie du point de vue opérationnel, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses concurrents, vis-à-vis de ses fournisseurs. Si on se place du point de vue d'un bureau de crédit, de FICO, qui sont ses clients? Ses clients, ce sont les organismes de crédit, banques, etc. Qui sont ses fournisseurs? Les fournisseurs, en partie, ce sont les bureaux de crédit, dans le sens où c'est eux qui ont les données sur lesquelles l'algorithme va fonctionner. Enfin, de manière générale, c'est à peu près ça. Mais également, il faut mentionner une chose. Les concurrents de FICO deviennent nos fournisseurs. Enfin, nos fournisseurs deviennent nos concurrents. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Et là, on s'embarque vers une guerre des prix. Oui, parce que ça sera essentiellement ça. Enfin, j'ai utilisé 10 dollars ici par exagération parce qu'en réalité, c'est que 5 et 10 dollars par là. OK? Et si les bureaux, le VantageScore demande 1 dollar, laissez-moi vous dire que il y a de fortes chances qu'elle prenne des parts de marché parce qu'elle a plus à gagner que FICO. Donc, on est dans une situation très, très, très délicate pour FICO. Et vous comprenez encore une fois pourquoi il est très important d'aller au-delà des marges, des revenus. De toute façon, on fera à peu près, on va survoler les états financiers tout à l'heure. Je termine notre note ici. Alors, la FHFA avait initialement mandaté l'acceptation de VantageScore en octobre 2022 avec une période de transition jusqu'au T4 2025. Les investisseurs avaient donc plusieurs années pour cartographier précisément ce risque. Donc, VantageScore n'existe pas depuis hier ou bien depuis l'année passée. Non, non, non. Octobre 2022, ce risque-là était présent. Entre-temps, qu'est-ce que l'entreprise a fait? Et on parle d'octobre 2022, hein? Nous sommes ici. OK? Disons au début du mois d'octobre 2022. Jusqu'au plus haut ici qu'on a connu en 2024. Et rappelez-vous, avec une observation, avec à peu près une transition jusqu'au T4 2025. Donc techniquement, au T4 2025, après le T4 2025, on devrait s'attendre à une certaine annonce. Et donc ça veut dire qu'en 2022, ce n'est pas seulement Trump qui est au pouvoir. Entre-temps, ici, il y a eu d'autres personnes qui étaient là avant. Donc c'était déjà un problème au-delà des deux partis politiques majoritaires aux États-Unis. Et donc, vous voyez que c'était quelque chose qui avait le fait que FICO augmente les prix était déjà problématique, ou bien le fait qu'elle soit prédominant était déjà problématique. Entre-temps, qu'est-ce que l'entreprise a fait? 2022-2025. Vous voulez voir les marges? Regardez ce que l'entreprise a fait pendant cette période-là. Je vais juste fermer ça, voilà, parce qu'on va revenir sur cette partie. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3. 1, 2. Et donc, octobre 2022, nous sommes où? Octobre 2022, nous sommes à peu près à ce niveau. À ce niveau. OK? Et donc, en octobre 2022, la nouvelle tombe.
FICO va avoir tendance, voilà, on va observer Vantage Core, etc. Il y a un moratoire. Enfin, bref, on met Vantage Core en observation, on teste. OK? Ce n'est pas encore legit, ce n'est pas encore une obligation. Enfin, même pas une obligation, ce n'est pas encore... Vantage Core on n'est pas encore mis au même niveau que FICO. OK? Et vous allez vous rendre compte que ici, FICO, au lieu d'arrêter d'augmenter les prix, a plutôt continué à le faire. Ce qui a encore plus énervé le régulateur, au point, pas accéléré, mais au point d'arriver à la décision qu'on a connue le 22 du mois d'avril, qui était pour moi une évidence. Et ça, vous connaissez ce problème depuis l'année passée, pour ceux qui suivent cette compagnie. Ben, le problème, c'est que le fait qu'un concurrent rentre sur le marché et qu'il commence une guerre des prix, ça pourrait avoir un impact sur nos marges bénéficiaires. Et donc, les marges de 31% en termes de net income et de 36% en termes de free cash flow, est-ce qu'elles sont durables? La raison pour laquelle on implémente même le score FICO, peut-être même c'est dû, et encore, c'est à aller vérifier, c'est peut-être dû au fait que cette compagnie ait commencé à augmenter les prix à ce niveau. Donc faites attention. On a un pricing power, on a un monopole, mais il ne faut pas abuser non plus. Et il ne faut, surtout quand le monopole est plutôt réglementaire. Bref, n'allons pas vite. Continuons la lecture de cette note d'analyse. Donc, je répète, la FHFA avait initialement mandaté l'acceptation de Vantage Score en octobre 2022, avec une période de transition jusqu'au T4 2025. Les investisseurs avaient donc plusieurs années pour cartographier précisément ce risque. La mauvaise nouvelle du 22 avril 2026 n'était pas une surprise pour ceux qui avaient appliqué une grille d'analyse systématique. Regardez la vidéo qu'on a sortie sur le FICO à peu près à la période précédente. Je pense qu'on parle de celle-ci, celle du 15 du mois de août 2025. Je pense que ça a changé en cause en tout des 1200. Pour moi, c'est en dessous des $900 à peu près. Ça, c'était mon avis. Je ne sais même pas comme. Aujourd'hui, je pense qu'on price à peu près aux alentours de 996. Donc, vous savez déjà qu'à la fin de cette vidéo, même au prix actuel, ça ne m'intéresse pas. Et encore, il y a des éléments supplémentaires. Donc, vous avez déjà le risque. Si vous avez acheté FICO entre-temps, commencez à vous poser les bonnes questions, les amis. Commencez à vous poser les bonnes questions. Et je peux comprendre si quelqu'un a eu tendance à acheter, etc. Parce qu'il faut comprendre à peu près comment est-ce que le marché hypothécaire américain fonctionne. C'est très important. C'est un peu comme essayer d'investir dans le secteur ici de l'assurance santé. Donc, on appelle ça assurance santé, mais c'est les gestionnaires de soins de santé. C'est un peu comme investir dans ce secteur sans prendre en considération la régulation en cours ou bien les risques à venir en termes de modification de cette régulation-là. OK? Bref, je continue. La mauvaise nouvelle du 22 avril 2026 n'était pas une surprise pour ceux qui avaient appliqué une grille d'analyse systématique. Elle l'était pour ceux qui s'étaient contentés de constater que le mode semble solide sans vérifier sur quelle fondation il reposait réellement. C'est là que réside la vraie leçon de cet épisode. Identifier qu'une entreprise possède un avantage concurrentiel n'est que la première partie. J'ai bien dit identifier qu'elle possède. Je n'ai même pas encore dit quelle est la nature du mot ou bien comment est-ce qu'il fonctionne. Mais identifier qu'une entreprise possède un avantage concurrentiel n'est que la première partie. Ça saute aux yeux et ça se voit même clairement, généralement, sur les marges bénéficiaires. Je ne parle pas du ROIC parce que je vous ai déjà dit ici que le ROIC parfois peut être, il faut généralement l'ajuster. Prenons l'exemple d'une entreprise comme Thomson Reuters. Elle a un ROIC de 10% ou bien inférieur à 10% par là, mais en réalité, son ROIC est bien plus élevé que ça. Allez regarder le dénominateur du calcul du ROIC et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'affirme cela. Donc, fermons la parenthèse. Alors, la question qui suit et que trop peu d'investisseurs posent systématiquement est sur quoi cet avantage repose-t-il exactement et qu'est-ce qui pourrait l'éroder? Qu'est-ce qui pourrait mettre cet avantage concurrentiel en danger? Est-ce que ces éléments sont déjà présents? Qu'est-ce qui pourrait le renforcer? Est-ce que ces éléments-là sont déjà présents? Donc, vous devez vous demander si le mode est en croissance, en décroissance ou bien s'il est stable.
On détermine qu'il y a un mode, on évalue la nature du mode, comment est-ce qu'il est mis en pratique, et on pose les questions concernant la direction de ce mode-là. Parce que si la direction, le mode s'érode ici, le problème c'est que les marges sont sous pression, les amis. Ça veut dire ici que si vous avez fait des prévisions sur l'entreprise a généré 1 milliard hier, elle pourrait générer 1 milliard demain parce qu'elle a un avantage concurrentiel, alors que le mode est en train de s'éroder, le problème c'est que le 1 milliard de demain, il n'est pas garanti. Ou bien la probabilité qu'il arrive, qu'il soit réel, qu'elle est très peu élevée. OK? Donc, faites très attention. On analyse une entreprise en 4 dimensions. Opérationnel, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce que les clients sont captifs? Est-ce qu'on a un pricing power sur les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on fait de mieux que nos concurrents? Est-ce qu'on a un fournisseur qui pourrait devenir un concurrent? Est-ce qu'on dépend énormément de nos fournisseurs? Bref, il y a un ensemble de questions à poser. Donc, pour FICO, la réponse honnête à cette question aurait conduit à une analyse très différente de celle que le consensus de marché avait construite. Pour approfondir ce type d'analyse sur n'importe quelle entreprise, le Prompt Top Invest, le mode Tiengra-t-il est particulièrement bien adapté. Il ne décrit pas le mode tel qu'il existe aujourd'hui, il force l'investisseur à stress-tester chaque pilier de l'avantage concurrentiel sous des scénarios adverses réalistes, notamment les changements réglementaires et l'entrée d'un concurrent agressif sur les prix. Appliqué à FICO avant avril 2026, ce prompt aurait rendu explicite que la protection tarifaire de l'entreprise dépendait d'une décision politique réversible et que la valeur attribuée à ce mode devrait être ajustée en conséquence. Réversible dans le sens où il y avait même déjà des preuves comme quoi il y a quelque chose qui est en train d'être fait en date d'aujourd'hui. Enfin, depuis 2022, on va le dire comme ça. Donc, c'est la différence entre une conviction fondée sur une analyse de surface et une thèse d'investissement qui résiste à l'adversité. Pour compléter cette lecture, le prompt « Quels sont les moteurs de croissance et de marge ?» permet de décomposer précisément d'où vient chaque point de croissance et chaque point de marge en séparant ce qui est structurel de ce qui est conjoncturel ou protégé artificiellement. Appliqué à FICO, il aurait forcé la question que peu d'investisseurs ont posée avant le 22 avril. Que se passe-t-il sur la rentabilité si le segment hypothécaire, qui représente 42% des revenus score, entre dans une guerre des prix? Et je rappelle ici que le segment hypothécaire dans l'ensemble du chiffre d'affaires de FICO, c'est un quart, donc presque 25%. Cette sensibilité, une fois modélisée, change complètement le niveau de conviction qu'un investisseur rationnel peut avoir dans la position qu'il tient en date d'aujourd'hui. Ça peut vous pousser à mettre moins d'argent, à l'évaluer avec un multiple moins généreux, ou bien ajuster les marges par rapport à la moyenne du secteur. Donc, ces prompts-là sont disponibles dans la bibliothèque des prompts que vous allez retrouver en premier commentaire épinglé dans le groupe School. Le lien vers le groupe School est en description de la vidéo. Si on parle maintenant de l'avantage concurrentiel, enfin pas l'avantage concurrentiel, si on parle maintenant de l'évaluation de cette compagnie, il y a une inconnue ici, c'est quelles sont les marges qu'on aura demain. Dans l'ancien monde, moi je vous aurais dit, moi je vais faire simple, je prends les marges bénéficiaires du FICO avant l'augmentation drastique des prix. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Soyons gentils, mettons même 20% de marge. Admettons qu'ils vont garder à peu près le même niveau de revenus, parce que ça reste un marché, disons le même niveau de revenus sans croissance, ça fait à peu près combien? 400 millions. 20% de 2 milliards, ça fait 400 millions. Mettons même pas de croissance de quoi que ce soit. Maintenant, appliquons un multiple de 20 fois les bénéfices, parce que ça reste un business à forte marge, 20% de marge bénéficiaire, c'est un business asset light, c'est intéressant. Ça fait 8 milliards. Ah, c'est très peu, n'est-ce pas? C'est très, très peu. Mais encore une fois, j'essaie de me protéger, je ne prends pas les marges actuelles. Ça, c'est mon hypothèse pessimiste. Donc, un monde où la croissance s'arrête, ou bien la croissance est moins dynamique que la période passée, mais reste au moins au-dessus des 5%. Un monde où les marges sont moins élevées, mais restent quand même au-dessus, au niveau de la moyenne de ce qu'on a connu sur les 20 dernières années. Qu'est-ce que ça nous donne? Prenons en considération qu'il n'y a pas de dette, parce qu'il y a 3 milliards de dettes ici quand même, mais admettons que les marges ne vont pas descendre demain, etc. Combien est-ce que je pourrais payer pour FICO? Je
lance le score, et enfin pas le score, excusez-moi, je lance ici ma calculatrice et ça me donne 333 dollars. Je ne suis pas en train de vous dire que FICO vaut 333 dollars parce qu'il y a une grosse inconnue. Est-ce que les organismes de crédit vont adopter massivement VantageScore au même niveau que FICO? Parce que VantageScore ça leur coûte moins cher. Et leur but est de minimiser les coûts. Ça veut dire ici que si FICO veut garder des parts de marché, ils doivent baisser les prix. Quel sera l'impact sur les marges? Ça, c'est la grosse inconnue. Et franchement, celui qui a la réponse, laissez-moi savoir dans le groupe School. Je préfère rester à l'écart de cette compagnie, qui est extraordinaire. Ne nous trompons pas. Elle est extraordinaire. Donc, première hypothèse, les marges redeviennent à 20%. Le revenu reste à 2 milliards. Deuxième hypothèse, on arrive à protéger nos marges. Mais la croissance ralentit. Donc, on arrête les augmentations des prix, mais on reste à peu près avec le même niveau de volume. Divisé par le nombre d'actions actuelles, on va se dire que, venant ici, la croissance m'apprend, il faut même que je commence à faire attention ici parce que il y a une forte chance que ça ne se réalise peut-être pas, mais bon, mettons une petite croissance ici, admettons, 20 fois les bénéfices, ok? Plus une certaine croissance, et on vérifie d'ailleurs, est-ce que la croissance en question on l'a ajustée en conséquence par rapport à la dernière période, c'est plutôt toujours optimiste globalement. Donc on va se dire ici qu'à 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 1275 dollars, moins la dette nette que je n'ai pas effectuée quand je faisais l'évaluation, mon bear case ici, moins la dette nette ici de 127. Donc quand on prend ici 275, enfin 1275 moins 127, on donne aux alentours des 1148 dollars. Donc on dit, oh, c'est sous-évalué. Mais vu le niveau de risque que je prends en date d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas. Donc, des inconnus concernant les marges bénéficiaires, la tarification, vous les avez déjà. Qu'est-ce que le management va dire le 28 du mois d'avril? C'est ça qui est important. Donc, avant de rentrer sur FICO, j'attendrai les prochains rapports annuels. Et franchement, je préfère déjà me situer dans un monde où les marges diminuent plutôt que me dire que ça va continuer de la sorte. Parce que VantageScore, si vous regardez bien, et c'est pour ça que j'ai mis ces datas, les bureaux de crédit, les organismes de crédit, de manière générale, on va le mettre ça comme ça, je prends la médiane des free cash flow, ok, laissez-moi fermer tout ça, ok, je vais juste fermer ça comme ça. Premier, c'est Equifax. Equifax. 1. Deuxième, c'est qui? Experian. Pas deuxième par rapport à le marge bénéficiaire ou quoi que ce soit, non. Je vais juste revenir sur les 10 dernières années, comme ça fait plus de data. Voilà. Troisième, TransUnion, TRU. Quatrième, dans une certaine mesure, SPGI, bon, notation, etc. Voilà. Quatrième, Moody's. Cinquième, je pourrais même rajouter Morningstar, parce que Morningstar a un segment notation. Ce n'est pas un concurrent idéal. Quand on dézoome un tout petit peu sur les 10 dernières années, vous constatez que FICO a les marges les plus élevées. Quand vous prenez FICO, la moyenne des marges sur les 10 dernières années, c'est 30%, les marges de free cash flow. Si vous prenez SPGI, c'est 32%. SPGI, comment on appelle ça? Moody's, c'est 31%. Quand on prend ici une entité comme Experian, on est à peu près à 25%. OK? L'autre compagnie, Equifax, est plutôt aux alentours des 18% par là. En termes de médiane, c'est 13%, excusez-moi. Quand on prend Morningstar, on est aux alentours ici des 20%. Et quand on prend TransUnion, on va se situer ici aux alentours des 16%. Donc, grosso modo, il y a de fortes chances. Donc, TransUnion a les marges les moins élevées ici en termes de free cash flow. Donc, on va se dire ici que 20%, ce n'est pas si fou que ça. Ça pourrait même aller jusqu'à 25%. Mais vous voyez que ça traîne à peu près entre 20 et 25%, parce que si je me limite aux alentours à la moyenne des 20% par là,
Vous allez voir que les entreprises on a à peu près, quelles sont les entreprises qui ont moins de 20%? On a à peu près une compagnie comme, comment elle s'appelle encore? La compagnie qu'on appelle, vous avez Equifax qui a en moyenne moins de 20%. Vous avez également TransUnion qui a moins de 20%. Qui d'autre en termes de médiane? Bon, on peut se dire Morningstar est presque à 20% par là. Mais voilà, donc ça veut dire que la grande majorité des entreprises va être située au-dessus des 20%. Donc, le fait de se dire ici que cette compagnie peut maintenir ses marges, ce n'est pas si fou que ça. Mais connaissant le capitalisme, vous savez que quand on veut prendre des parts de marché, on fait des concessions. Est-ce que les compagnies de crédit ne vont pas s'engager dans une guerre des prix? Et je rappelle ici que pour que le score FICO soit efficace, il lui faut des datas. Et ces datas sont basées sur quoi? Sur les données fournies par les bureaux, dont les deux sont dépendants. Ils sont interdépendants. Donc, FICO, pour avoir la finalité du score, il faut utiliser les datas provenant des organismes, des bureaux de crédit. FICO n'a pas de bureau de crédit. Et donc, si les bureaux de crédit décident de ne rien vendre à FICO, comment on fait? S'ils décident de vendre à perte pendant une longue période de temps, parce qu'ils ont un business principal, FICO continue à rester leurs clients parce que FICO n'a pas le choix. Donc, les amis, nous sommes dans une situation très, très, très compliquée. Moi, je ne sais pas comment ça va finir. Mais je sais une chose, je préfère rester sur les lignes de côté et observer. Quitte à rater, entre parenthèses, une opportunité. Bon, au moins, ça me permettra de bien dormir la nuit. Et c'est ce que je recherche. Pour juste faire un rappel, parce qu'il y a des gens parmi vous qui vont rester sur les chiffres de $300, etc. On s'en fout du chiffre. J'ai pris une hypothèse basse. Mais maintenant, on verra avec l'amélioration, l'adoption. Mais vous avez déjà vu ici que 9 banques sur 10, parmi les plus grandes banques américaines, utilisent déjà le Vantage Score. Mais le Vantage Score a également un problème. Je vous laisse aller creuser. Quel pourrait être le problème du Vantage Score? Allez-y regarder. C'est en lien avec la robustesse même de la solvabilité de ces personnes. Quelles sont les datas alternatives qui sont prises pour calculer ce score-là? Parce qu'en réalité, c'est que le Vantage Score existe parce que, voilà, on disait qu'il y a certaines personnes qui sont à l'extérieur, qui sont laissées à l'extérieur du marché du crédit ici parce que leur score FICO n'est pas adéquat, alors que quand on utilise le score Vantage, ils ont accès ici ils peuvent avoir accès au crédit. Donc, il y a une partie de la population américaine qui se retrouve maintenant à peu près, qui se retrouve crédible en date d'aujourd'hui grâce à Vantage Score. Donc, FICO sera peut-être situé sur la borne supérieure, mais Vantage Score sur la borne inférieure, mais avec un plus et un marché potentiel ici qui s'ouvre uniquement parce que Vantage Score rend accessible le crédit à des millions d'Américains qui ne sont pas éligibles du point de vue de FICO. Vous voyez? Donc, c'est une situation assez complexe et je dois vous dire que c'est même assez passionnant à suivre. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous avez en description de la vidéo le lien vers le groupe School. Venez partager vos avis sur FICO, les organismes de crédit, etc. Et pour ceux qui veulent accélérer leur processus d'analyse en matière d'analyse fondamentale en posant les bonnes questions, vous avez accès à la bibliothèque de Prompt en description. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans le groupe School. Merci. Au revoir.